Salut à tous et bienvenue dans Ça passe ou ça crache. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des conflits les plus brutaux et complexes de notre époque, la guerre en Ukraine. Ça fait plus de 3 ans que la Russie a envahi son voisin le 24 février 2022. Alors pourquoi cette guerre a-t-elle éclaté? Quels sont les échecs cuisants des deux côtés? Comment la Russie s'en sort-elle encore malgré des centaines de milliers de morts? Pourquoi Donald Trump veut-il arrêter cette guerre pour mettre la main sur une partie de ses richesses? Et pourquoi l'Europe ne semble pas si pressée que la guerre s'arrête? On va tout décortiquer avec des chiffres, des exemples concrets et une bonne dose de vérité. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Alors tout commence avant 2022. Remontons en 2014. L'Ukraine vit une révolution, appelée Euromaïdan. Le président pro-russe Viktor Yanukovych est chassé après des manifestations massives à Kiev. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Ukrainiens veulent se rapprocher de l'Europe et tourner le dos à l'influence russe. Elle annexe la Crimée, un territoire ukrainien stratégique avec un port clé en mer Noire. Elle soutient des séparatistes dans l'Est, au Donbass. Bilan, 14 000 morts entre 2014 et 2022. Mais 2022, c'est l'escalade totale. Poutine masse 190 000 soldats à la frontière dès 2021, exige que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN, l'alliance militaire de l'Occident, et il accuse Kiev de menacer les Russes ethniques. Le 24 février, il lance ce qu'il appelle une opération militaire spéciale. Objectif officiel, désanifier et protéger le Donbass. Mais en vrai, c'est une guerre pour reprendre le contrôle d'un pays qui échappe à Moscou, sécuriser des ressources et montrer au monde que la Russie reste une superpuissance. Alors quelles sont les causes profondes de cette attaque? Un mélange de fierté nationale, de peur de perdre l'influence de l'ex-URSS et une obsession pour les richesses ukrainiennes, on y reviendra très bientôt. Mais d'abord, regardons où les deux camps ont trébuché. Côté Ukraine, le courage est là, mais les moyens manquent cruellement. En février 2025, Volodymyr Zelensky a donné des chiffres rares. 46 000 soldats tués, 380 000 blessés depuis 2022. Mais les pertes réelles pourraient dépasser les 70 000 morts selon des sources indépendantes, comme le journaliste ukrainien Louri Boutoussov. Pourquoi ce carnage? Il y a un manque d'hommes. L'Ukraine a mobilisé 1 million de soldats, mais beaucoup sont mal entraînés ou trop vieux. La moyenne d'âge dépasse les 40 ans sur le front. Un autre gros souci, les armes. L'Occident a envoyé pour 100 milliards de dollars d'aide militaire depuis 2022, mais les livraisons ralentissent. En 2025, les stocks de munitions s'épuisent. L'Ukraine tire 6 000 obus par jour contre 20 000 pour la Russie. Par exemple, à Bakhmout, en 2023, les Ukrainiens ont perdu la ville après des mois de combat faute de renforts et d'artillerie suffisante. Côté Russie, on pourrait croire qu'avec 3 millions de soldats potentiels, c'est du gâteau. Mais grosse erreur. En décembre 2024, les États-Unis estiment 700 000 pertes russes, morts ou blessés. La BBC de Mediazona confirme 100 000 morts documentés au 25 mars 2025. Pourquoi autant? Parce que l'armée russe envoie des vagues humaines mal équipées. Par exemple, à Avdiivka, en 2024, des recrues avec à peine 2 semaines d'entraînement se font faucher par des drones ukrainiens. Les Russes ont des problèmes, ils ont une logistique pourrie, des camions qui tombent en panne, des tanks T-72 qui rouillent, et la corruption. Des généraux détournent des milliards, laissant les soldats sans gilet pare-balles moderne. Pourtant, la Russie tient. Et comment? Grâce à une ressource inattendue, les terres rares. Et ça, c'est une chose qu'on ne parle vraiment pas souvent dans les médias mainstream. Alors malgré ces pertes humaines, 1 million de soldats tués ou blessés selon le Wall Street Journal en 2024, la Russie s'en sort économiquement. En 2022, un rapport de la firme canadienne SecDev a estimé que l'Ukraine possède des réserves de minerais lithium, titane, uranium, graphite, gaz et plus encore, ayant une valeur totale en Ukraine estimée aux alentours de 26 000 milliards de dollars. Oui, 26 000 milliards de dollars. Et une immense partie de ça est maintenant sous le contrôle russe. On estime que les Russes ont conquis aujourd'hui l'équivalent de 12 400 milliards de dollars de terres rares. Mais alors pourquoi on ne nous parle jamais dans nos fabuleux médias qu'on adore que la Russie est en possession de la moitié de ses ressources? Ces 12 400 milliards de dollars, c'est quoi exactement? D'abord, le Donbass, occupé à 75% par la Russie en 2025, regorge de lithium essentiel pour les batteries de voitures électriques et les smartphones. Un exemple, le gisement de Shevchenko, près de Kourakovo, dans la région de Donetsk. Ce site, autorisé à l'exploitation par Moscou en 2024, contient assez de lithium pour valoir des centaines de milliards à lui seul. Certains experts parlent de 300 à 500 milliards rien que pour ce coin.
Ensuite, il y a le titane. L'Ukraine possède 20% des réserves mondiales, situées dans les avions, les fusées et même des blindages militaires. Les mines de Zaporizhzhia, partiellement occupées, pourraient rapporter 1000 milliards sur le marché. Ajoutez à ça l'uranium pour les centrales nucléaires et les armes, estimées à 500 milliards, et des métaux comme le manganèse ou le graphite, utilisés dans l'acier et les technologies vertes pour encore plus de 2000 milliards de dollars. En tout, les zones occupées par la Russie représentent environ 50% de ce trésor, soit 12 400 milliards sur les 26 000 estimés. Mais alors pourquoi c'est crucial? Ces terres rares, c'est l'avenir de l'économie mondiale. La Chine domine ce marché avec 60% de la production globale. Mais la Russie, avec ses 12 400 milliards sous son contrôle, devient un joueur majeur. En 2024, elle a déjà vendu 50 milliards de dollars de minerais à Pékin et New Delhi, malgré les sanctions. Pour Poutine, perdre 250 milliards en coût de guerre et 700 000 hommes, c'est un prix à payer pour un jackpot qui rapporte 50 fois plus à long terme. Chaque soldat mort, c'est un investissement pour un avenir où la Russie contrôle l'énergie et la tech mondiale. Et c'est là que Donald Trump entre en jeu. En 2025, il pousse à arrêter cette guerre, pas juste par pacifisme, mais parce qu'il veut sa part du gâteau. Depuis février, Trump négocie avec Zelensky un deal. En échange de l'aide militaire américaine, les États-Unis veulent des droits sur ces terres rares. Il parle alors d'un accord de 500 milliards de dollars de minerais ukrainiens. Surtout ceux encore sous contrôle de Kiev, comme le lithium ou l'uranium. Son plan, si la guerre s'arrête, il force un partage. Trump l'a dit clairement à Fox News en février 2025. On a dépensé des centaines de milliards, je veux qu'on récupère quelque chose. Pour lui, arrêter la guerre, c'est garantir que l'Amérique ne reparte pas les mains vides. Par exemple, si la paix donne aux États-Unis 10% des ressources ukrainiennes, disons environ 1240 milliards, ça couvre 3 fois les coûts de l'aide militaire et met les entreprises US comme Tesla ou Lockheed Martin en pole position face à la Chine. La Russie gagne, mais Trump aussi. Et l'Ukraine, elle perd des hommes et des richesses coincées entre les deux. Mais alors, et l'Europe dans tout ça ? Officiellement, elle soutient l'Ukraine, mais certains indices montrent qu'elle n'est pas si pressée que ça de voir la guerre s'arrêter. Alors pourquoi? Il y a 4 raisons principales. Numéro 1, la dépense énergétique. Avant 2022, l'Europe importait 40% de son gaz de Russie. Aujourd'hui, c'est environ 8 à 10%, mais des pays comme l'Allemagne ou l'Italie ont profité de la guerre pour diversifier. Ils achètent du gaz américain et norvégien, tout en gardant des contrats russes via des intermédiaires comme la Turquie. Si la guerre s'arrête, la Russie pourrait redevenir un fournisseur dominant et ça, certains n'en veulent pas. Numéro 2, l'industrie de l'armement. La guerre a boosté les commandes. La France a vendu pour 20 milliards d'euros d'armes en 2023. L'Allemagne relance ses usines de chars. Par exemple, Rheinmetall, un géant allemand, prévoit 10 milliards de revenus en 2025 grâce au contrat ukrainien. La paix, ça pourrait freiner cet engouement. En numéro 3, la géopolitique. Tant que la Russie est engluée en Ukraine, elle est affaiblie. L'Europe gagne du temps pour se réarmer. La France veut doubler son budget militaire d'ici 2030 et éviter que Moscou menace les pays baltes ou la Pologne. Mais il y a un revers. L'Ukraine devient un champ de ruines et qui va devoir payer? C'est l'Europe qui va devoir payer sa reconstruction, estimée à environ 500 milliards de dollars pour l'instant. Et la quatrième, qui est sans doute la plus importante, la Russie accepterait un cessez-le-feu uniquement si elle garde la possession des terres qu'elle a déjà acquises, soit environ 20% de l'Ukraine. Ce que Zelensky ne veut absolument pas et l'Europe encore moins. Si cela se produit et que Poutine garde les terres et les ressources qu'il a conquis, cela signifierait la perte du monde occidental dans cette guerre contre la Russie. En effet, la Russie se bat seule ou presque contre près de 40 pays occidentaux. Et la Russie, bien qu'extrêmement freinée par cela, arrive tout de même à gagner du terrain petit à petit. Et si cela se termine par une perte de 20% de l'Ukraine au profit des Russes, le monde occidental perdrait toute sa crédibilité et sa force diplomatique en perdant la guerre. Alors quel est le bilan? La guerre en Ukraine, c'est une tragédie humaine. 1 million de victimes au total, des villes rasées, nées d'une lutte pour le pouvoir et les ressources. L'Ukraine manque d'hommes et d'armes, la Russie de stratégie et de modernité. Mais elle s'accroche grâce à ses 12 000 milliards de terres rares. Trump veut arrêter le conflit pour prendre sa part de ce trésor pendant que l'Europe joue un double jeu. Elle aide Kiev mais profite aussi du chaos. La grande question, c'est quand ça s'arrêtera. Avec Trump qui pousse pour un cessez-le-feu en 2025, on pourrait voir une paix bancale où la Russie garde ses gains, les États-Unis sécurisent des minerais, l'Ukraine pleure ses pertes. Mais une chose est sûre, tant que les terres rares et le gaz couleront, cette guerre aura des gagnants cyniques et des perdants innombrables. En tout cas, pour Poutine, les pertes humaines ont très peu d'importance. Lui, ce qu'il voit, c'est économiquement parlant. Et économiquement parlant, il a dépensé environ entre 500
voire même on peut monter à 1000 milliards de dollars pour cette guerre. Il a récolté 12 000 milliards environ, qu'il va sûrement partager avec les Américains. Donc pour lui, c'est tout gagné. On pourra dire ce qu'on voudra dans les médias, mais Poutine a réussi son investissement. Dépenser 1000 pour récolter 12 000. Mais la propagande européenne, pour l'instant, ne voit pas ça du même œil. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!